Hello le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café virtuel du Business Bonheur. Et aujourd'hui, on va parler de neurosciences, on va parler de cerveau. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Christophe Train. Salut Christophe. Salut David, ravi d'être là avec toi et avec tous ceux qui nous regardent en direct et en replay. Ça me fait un grand plaisir. Je suis heureux également de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui change un peu de d'habitude. D'habitude, on parle plus des autres, on parle plus des techniques. Et là, on va parler en fait de son propre cerveau. On va parler de notre cerveau, du fait que nous sommes des êtres primitifs. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qu'on peut annoncer publiquement désormais. Tu es désormais coach. Absolument David, je suis coach certifié en neurosciences motivationnelles, spécialisé donc en neurosciences motivationnelles depuis novembre dernier. J'ai suivi une longue formation en 2020 auprès de l'Institut des neurosciences appliquées dirigé par David Lefrançois, pour ceux qui le connaissent. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube. Yes, David Lefrançois, donc allez regarder ça. Bien connu dans le domaine du marketing et des neurosciences, hein, notamment avec de beaux programmes d'accompagnement. On souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Et je te propose bien qu'on se retrouve dans quelques secondes. Hein. Je vais lancer le fameux générique et puis on se retrouve pour parler donc de cerveau. Alors, dans cette saison 3, tu vas le découvrir, hein, toi aussi, qui est le deuxième invité de cette saison 3 des Cafés virtuels du Business Bonheur. Ça change un petit peu. Et on commence en fait désormais l'émission par d'abord un petit concept sympa que j'ai appelé café ou thé. Alors, est-ce que tu doutes de ce que c'est quand je dis café ou thé? Est-ce que ça... Alors, café ou thé, moi je suis café, effectivement. Ah. Eh ben écoute, c'est exactement ça. Je vais te proposer deux possibilités et tu vas nous dire tout simplement laquelle te correspond le plus. Si tu as envie de rentrer dans les détails, tu vas pouvoir nous expliquer le pourquoi du comment. Et l'idée, c'est voilà de permettre aux personnes qui te découvrent au travers de ce live d'apprendre à te connaître. Et reste bien avec nous, toi qui nous regardes, parce que après il y aura les pépites du jour. Et dans les pépites du jour, on va te parler de neurosciences, de comment tu peux utiliser la neuroscience et les concepts du cerveau, hein, comment fonctionne notre cerveau en fin de compte, pour développer ton activité professionnelle et ta clientèle. Est-ce que tu es prêt pour café ou thé? Yes! Café ou thé? Café! Oh ben, tu nous as déjà dit, donc tu es plus quoi? Plus café ou thé? Pourquoi cette Je préférence? dirais que je suis un peu les deux, quoi, en réalité. C'est vrai que le petit déjeuner, pour moi, c'est plutôt du thé. Par contre, après, ouais, dans la journée, je vais consommer un peu plus de café que de thé. Mais là, tu vois, vu l'heure qu'il est, j'aurais tendance à privilégier le thé. C'est mon côté peut-être anglais qui est en moi quelque part. Excellent, super. Alors, Star Wars ou Star Trek? Bon, je sais bien la réponse, mais Je sais pas, j'hésite. alors pour celles et ceux qui se posent la question, on a déjà fait plusieurs lives, Christophe et moi, et en fait, Christophe est un grand fan de Star Trek. Donc, ce sera Star Absolument. Trek, je suppose, la réponse. Ah, c'est Star Trek obligatoirement. Pour moi, c'est le concept le meilleur de tous les temps. Désolé pour les fans de Star Wars, mais Star Trek est quand même largement meilleur que Star Wars. Alors, on va perdre des gens, là. Tant Ou pis, alors, on va tuez-le. faire le buzz. Peut-être qu'on va faire le buzz, il y a peut-être des fans de Star Wars qui vont nous tomber dessus. Et nous faire une polémique. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça se discute, et puis chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Alors justement, Retour vers le futur 1, Retour vers le futur 2 ou Retour vers le futur 3? Faut choisir, c'est C'est dur. Hein. une bonne question. J'aurais tendance à préférer. Les trois sont très bons pour moi, mais si je devais choisir un seul de ces trois, je prendrais le numéro 2. Pourquoi? Parce que dans le numéro 2, je trouve qu'ils ont fait une prouesse vraiment importante d'un point de vue scénaristique, parce qu'ils ont mélangé en fait
2 histoires en une, et ce qui, d'un point de vue scénaristique, n'était pas évident, parce qu'on se retrouve, pour ceux qui connaissent Retour vers le futur, donc on a Marty McFly qui, à la fin du premier épisode, revient en 1985 après avoir fait un voyage en 1955, et dans le 2, ils vont en 2015, ils reviennent en 1955 et en 1985. Enfin bref, il y a 3 époques qui se mélangent. Et puis évidemment, en revenant en 1955, ils retrouvent le Marty McFly de lui qui était venu en 1955 la première fois. Et raconté comme ça paraît assez alambiqué, mais très honnêtement, quand on regarde le film, ça se passe tout seul. Ça se tient bien, et, en fait. Ouais, ça se tient super bien. Donc rien que pour le scénario, je dirais le 2. Ok, super. Spotify ou Netflix? Les deux, mon capitaine. Les deux, parce que Spotify, j'ai un podcast qu'on peut écouter, entre autres, sur Spotify, et Netflix, parce que c'est vrai que j'ai découvert des séries extrêmement intéressantes sur Netflix. Il y en a une dernièrement que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, qui s'appelle Le Jeu de la Dame. Ça tourne autour du jeu d'échecs. Alors, je suis pas du tout passionné par les jeux d'échecs, pour être très clair. J'y connais rien du tout. Je comprends pas comment ça fonctionne et quel plaisir éventuellement on peut trouver dans le jeu d'échecs. Néanmoins, cette série m'a intéressé et m'a donné peut-être presque goût au jeu d'échecs. Et ce qui était vraiment intéressant surtout, c'était là aussi le scénario, dont le personnage principal est une héroïne principale, hein, et une jeune fille qui découvre le jeu d'échecs quand elle a une dizaine d'années. Elle se passionne pour ça. Et elle devient tellement passionnée que elle souhaite devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde. Donc affronter, comme on peut s'en douter, un Russe, in fine. Et c'est intéressant, sans vouloir spoiler forcément la série si vous ne l'avez pas vue, mais ce que je trouve intéressant, c'est que je résumerai cette série. Il y a plusieurs choses, mais il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Yes. Je vous dis rien par rapport à la série si vous l'avez pas vue, mais vous comprendrez en regardant la série pourquoi j'ai dit ça. Ok, eh ben écoute, je te ferai signe quand je l'aurai vu, c'est prévu, donc voilà. Asie ou États-Unis? J'arrive même pas à le dire, tu vois. Asie ou USA? J'ai une petite préférence pour les États-Unis. J'aime beaucoup l'Asie pour plein de raisons, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence, mais ça vient en fait d'une déformation professionnelle parce que je fais de la vidéo et de la photo depuis très longtemps aussi. Et ne serait-ce que pour la beauté des paysages, je trouve ça super intéressant comme pays. J'aime bien une partie en tout cas de la culture américaine également, dans le sens où il n'y a pas de jugement de valeur sur ce que peuvent faire les gens et les entrepreneurs en particulier. Et je pense à un point notamment, une histoire que je sais plus qui c'est qui avait raconté ça, un Français qui voulait trouver du travail aux États-Unis, donc il vient voir un recruteur avec son CV et il a un CV à la française dans le sens où il indique uniquement toutes ses réussites dans son CV. Et le recruteur le regarde et il dit mais je comprends pas, vous avez jamais raté quelque chose? J'ai jamais eu d'échec dans votre parcours professionnel? Non, tout ce que j'ai fait, j'ai réussi. Ah oui, mais voyez, nous, ça nous intéresse pas. Nous, on préfère privilégier quelqu'un qui a votre profil, qui est très bien d'ailleurs votre profil, mais quelqu'un qui a rencontré des échecs parce que cette personne-là a vécu des expériences et non pas des échecs qui lui servent justement et qui vont nous servir, nous, dans l'entreprise, parce que s'il a eu des échecs, c'est des expériences qu'il ne renouvellera pas et nous, c'est des profils qui nous intéressent beaucoup plus. Et c'est vrai que la culture américaine par rapport à ça est beaucoup plus positive qu'en France, où en France, c'est honteux de dire « j'ai voulu monter un business, ça a été un échec total ». Ça, on ne dit pas ça, tu vois. Effectivement. Bon, on va revenir parce que donc aujourd'hui on va parler de neurosciences, on va parler de développement, d'apprendre à se connaître pour mieux réagir aussi. Enfin, moi je trouve que c'est ça qui est passionnant dans les neurosciences, c'est que plus tu connais par exemple les biais cognitifs et des choses comme ça, plus tu apprends à te connaître, plus tu sais en tous les cas prendre des décisions de manière plus judicieuse, en pensant bien qu'évidemment
les biais cognitifs et tout ça, on y reviendra, ça ne se contrôle pas puisque c'est notre cerveau primaire qui parle de tout ça. Donc on parlera de pas mal de sujets. Allez, j'ai une petite dernière pour la route. Est-ce que tu es plus coaching ou vidéo? Bon, c'est un piège en fait. Tu fais les deux. Bah ouais, je suis quand même les deux parce que la vidéo, ça, c'est ma passion première et je pense que ça le restera encore très 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 longtemps. Le coaching, c'est vrai que j'ai découvert ça précisément l'année dernière. J'ai pris goût aussi au coaching. C'est quelque chose qui me passionne également. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me passionnait réellement. Et pour pour une double raison, c'est-à-dire que d'une part, ça m'a permis de travailler sur moi, sur mes peurs, mes croyances, tous les biais cognitifs qu'on peut connaître, etc. Et puis également, bah, je me suis dit, bah ouais, moi toujours, enfin, ça a toujours été un truc pour moi de vouloir aider les gens et de conseiller au mieux les gens pour les aider à être plus épanouis, à créer, comment pourrais-je dire, du business bonheur aussi. C'est vrai, épanouissement. Et en plus, d'ailleurs, on a fait un live où tu m'as invité, où on a parlé de comment mettre du bonheur dans ses vidéos, et on a notamment parlé des peurs, etc. Et c'est ça qui est Absolument. génial, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu peux aider tes clients à la vidéo. En les aidant parfois avec justement un travail sur eux-mêmes, sur potentiellement leur peur par rapport à la caméra et des choses comme ça. Donc c'est une corde à ton arc qui est vraiment, en tout cas moi je vois vraiment le lien. Toi qui regardes ce live, indique-nous en commentaire, est-ce que tu as peur de prendre la parole face à la caméra? Est-ce que tu auras envie, peut-être pourquoi pas, de nous rejoindre en live pour dépasser cette peur? Si tu le veux, bah voilà, tu es le bienvenu. Dis-le nous en commentaire. Est-ce que tu veux réagir ou continuer à réagir par rapport à ce justement Bah, petit jeu ouais. café-thé? Alors, café, thé, toujours thé. Toujours thé. Ok, Ouais. eh ben, écoute, je te propose qu'on passe à la section suivante de ce nouveau format des cafés virtuels du Business Bonheur. Et cela s'intitule les pépites du jour. Et donc aujourd'hui, on parle de neurosciences. Alors bah, là, je vais te laisser parler, hein, c'est toi l'expert aujourd'hui dans cette thématique. Les pépites du jour, qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme valeur aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Déjà peut-être, qu'est-ce qu'on met derrière le mot neurosciences? Parce qu'on a choisi ce mot-là pour le titre du live. Peut-être que ce serait intéressant qu'on mette une définition sur ce mot-là. Ah, écoutez, si vous voulez trouver une définition, Google est votre ami, si je puis dire. Ceci étant dit, moi, en ce qui me concerne, moi, la définition que je donne par rapport aux neurosciences, en fait, elle est très simple. On est à l'heure des technologies digitales, notamment, et l'expression que j'aime bien utiliser par rapport aux neurosciences, c'est d'expliquer que, en fait, c'est un outil qui permet de hacker son cerveau, de pirater son cerveau en bon français. Et pourquoi je dis pirater son cerveau? Parce que en fait, quand on arrive à comprendre comment le cerveau humain fonctionne, eh bien à partir de là, au lieu d'être simplement spectateur de sa vie, on peut devenir vraiment créateur et se laisser de moins en moins diriger par ses peurs, par ses croyances, qu'on appelle dans ce cas-là des croyances limitantes, hein, qui nous empêchent d'accomplir certaines actions parce qu'on croit que c'est pas possible de faire ça ou ça. Et je trouve que c'est réellement passionnant ce sujet des neurosciences. Il faut savoir que ça fait depuis très très longtemps que ça existe. Hein. Ça n'a pas été inventé il y a 2 ans, hein, les neurosciences. Ça fait depuis très longtemps. Et d'ailleurs, comme tu l'as mis dans ton visuel pour la promotion de ce live, effectivement, aujourd'hui on parle de neuromarketing. Donc c'est les neurosciences appliquées au marketing. Et là également, ça fait depuis une vingtaine d'années que le marketing exploite les découvertes qui ont été faites et qui continuent d'être faites par rapport aux neurosciences. Et c'est un moyen, effectivement, alors là, d'agir ou d'influencer du moins le consommateur. Mais pour revenir, on y reviendra après éventuellement là-dessus, mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que
Tout à l'heure, tu évoquais les peurs, hein. Les peurs, contrairement à ce qu'on peut éventuellement entendre, il y a parfois des gens qui disent, moi, j'ai aucune peur, hein. J'ai peur de rien. C'est impossible. C'est juste impossible. On a au minimum une peur, hein. En général, on en a plusieurs en réalité, mais on en a au minimum une si on veut pondérer la chose. Et donc, il ne s'agit pas de se voiler la face par rapport à cette peur en particulier. Au contraire, en fait, ce qui est expliqué au travers notamment du coaching en neurosciences et des neurosciences plus simplement, c'est que les peurs, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à se confronter à ces peurs. Alors, se confronter, ça ne veut pas dire se battre, hein. Se confronter à cette peur, plus précisément, la bonne définition, c'est de dire on va être face à cette réalité, se mettre face à cette réalité, qui est donc en l'occurrence cette peur. Ça peut être par exemple, effectivement, quand on fait des vidéos, c'est la peur du regard des autres, hein. Et se confronter à cette peur, donc c'est de conscientiser que on a cette peur en nous. Et puis ensuite, une fois qu'on a pris conscience qu'on a cette peur réellement, qui nous empêche par exemple de faire des vidéos, de s'exposer comme ça en vidéo, eh bien c'est simplement de l'accepter, de l'accueillir. Parce qu'il ne s'agit pas de se faire de cette peur un ennemi, au contraire, il faut s'en faire un allié. Parce que de toute façon, d'un point de vue, comment dirais-je, neurologique, il a été démontré qu'aujourd'hui on a, selon l'angle sur lequel on prend ça, mais pour simplifier les choses, on a 3 cerveaux, on a le reptilien, le limbique et le cortex, enfin le néocortex plus précisément, et qui veut dire quoi? Que en fait le premier cerveau qui a été créé dans l'homme, c'est le reptilien, et dans ce reptilien, il y a la peur. Voilà, c'est ce qui nous a permis pour l'ensemble de l'humanité de survivre, parce qu'à l'époque de la préhistoire, à l'époque où est né ce cerveau reptilien, eh bien, il nous a sauvé la vie plus d'une fois, parce que voilà, on avait peur du dinosaure tout simplement, par exemple. Et c'est grâce à ça qu'on a survécu. Et même encore aujourd'hui, ça reste inné en nous. Et par c'est exemple, celui qui se déclenche automatiquement quand on est face à un danger, par exemple une voiture qui pourrait passer devant nous et nous écraser. Et là, c'est lui qui reprend le contrôle. Et ça, on peut pas le contrôler. C'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est lui qui prend le dessus automatiquement, en fait. Absolument, effectivement, on peut difficilement le contrôler, et même je dirais à la rigueur, c'est pas tant le chercher à le contrôler, mais c'est juste en prendre conscience et d'arriver comment dirais-je, à en jouer avec. C'est pour ça que je dis hacker son cerveau quand je parle des neurosciences, c'est arriver à mettre un processus qui va temporiser ou atténuer l'effet que peut avoir la peur sur nous. C'est ça. Et donc, par exemple, quelqu'un allez, un somnambule par exemple non pas un somnambule, un funambule pardon, qui marche sur une corde, ouais, il peut peut-être marcher en dormant, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire, hein, donc un funambule qui marche sur une corde, ben évidemment va commencer à s'entraîner à ras du sol, et puis il va de plus en plus prendre ses aises et se rendre compte, enfin vraiment se confronter à cette potentielle peur du vide, hein, parce que je pense que même quelqu'un qui a l'habitude du vide, ben à un moment donné ou à un autre, il a dû avoir peur de ce vide, c'est naturel, hein. Quand on voit le vide devant nous, ben on a plus ou moins peur, et c'est de rationaliser qu'on n'est pas vraiment en danger aussi. Je pense que c'est ça le fait de hacker son cerveau, c'est à un moment donné on se retrouve face à un danger, mais qui n'est pas là où, à l'époque, c'est-à-dire à la préhistoire, effectivement, quand on était face à un danger, soit on se battait, soit on fouillait, soit on était tétanisé, et là, on se faisait bouffer, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, c'est les 3 grandes possibilités du cerveau reptilien, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Quand on se trouve face à une caméra, on n'est pas vraiment en danger. Cette peur, elle n'existe pas. Enfin, ce danger n'est pas réel. La peur est là, mais le danger n'est pas réel. Ça me rappelle un film d'ailleurs, nous qui aimons les films, avec Will Smith là, et son fils. Comment ça s'appelle encore La route du bonheur. Il y a celui-là, mais il y en a un autre où en fait où il est sur une planète. Je crois que c'est After Ah oui, c'est sur la Terre. Oui, quand ils reviennent sur la Terre. C'est ça, voilà. Et il dit ça à son fils justement par rapport à la peur, que la peur est réelle, mais que le danger ne l'est pas vraiment. Enfin bref, il y a toute une histoire là-dedans qui est intéressante. Tu sais, je veux dire par rapport à ça, ça a été démontré scientifiquement. En fait, 92% des peurs que l'on peut avoir sont totalement infondées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que 8% des peurs qui sont réellement
potentiellement dangereuses pour notre survie. Ce qui veut dire que, par exemple, la peur du regard des autres, la peur quand on fait des vidéos en l'occurrence, la question qu'on peut se poser très raisonnablement, c'est de se dire, ok, dans le pire des cas, des scénarios qui pourraient se produire si je me filme en vidéo et que je mets ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Est-ce que je vais en mourir? Non. Généralement, non. Non, on va pas mourir. Donc tout est ok, tu vois, pour le coup. Donc il y a aucune raison d'avoir peur. C'est ça. Donc toi, si tu nous regardes aujourd'hui, que tu as potentiellement peur, à un moment donné, peut-être pourquoi pas d'appeler un client ou de parler d'un prix en tant que tel, eh bien, je t'invite à effectivement pose-toi cette question que Christophe vient de te partager. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu demandes 5 000 € à ton client? Au pire, il te dit non. Au pire, au mieux, il te dit oui. Ouais. Donc, dans les deux cas, comment? Et tu ne vas pas mourir pour le coup. Et tu ne vas pas mourir. Et alors évidemment, là c'est un peu hors contexte. Il y a tout le contexte de la vente, évidemment, du fait de bien écouter le client, de bien comprendre ses besoins. On va pouvoir y revenir, notamment à comment faire le parallèle avec comprendre son client, comprendre le cerveau de son client. Mais il y a vraiment cette notion de peur, effectivement, de se poser la question, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je fais une vidéo? Au pire, je la poste pas, je la supprime. Et au mieux, j'ai une vidéo qui est correcte et je peux la poster sur Internet. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si quelqu'un me poste un commentaire négatif parce qu'il n'a pas aimé mon produit? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? C'est quelqu'un qui va lire ce commentaire, qui va potentiellement peut-être nuancer les choses aussi, hein, parce que moi je me rends compte que quand quelqu'un met un avis négatif, j'ai mes propres clients qui viennent entre guillemets pas me défendre, mais qui viennent dire voilà, moi je travaille avec David, ça m'a pas posé de problème. Donc voilà, c'est vrai que on se fait beaucoup de films parfois, en fait, on décuple cette peur qui n'est pas vraiment là, ce danger, pardon, qui n'est pas vraiment là, parce qu'encore une fois, la peur est bien réelle. Donc voilà, je rebondissais un petit peu par rapport à ce que tu disais, parce que c'est vrai que cette question, elle est puissante. Moi, elle m'a beaucoup aidé par le passé, de me demander ce qui pourrait m'arriver de pire si je faisais ça ou ça ou ça. Et d'ailleurs, si je devais me parler à moi-même il y a 20 ans, ou même 30 ans, c'est ce que je lui dirais. Je dirais, quand t'as peur, pose-toi cette question-là. Je crois que j'aurais eu peut-être beaucoup plus pécho à l'école, tu vois, où on serait j'aurais à mon avis été plus au taquet vers les filles et des choses comme ça. Mais bon voilà, je regrette pas mon enfance, mais c'est juste pour dire que c'est clair que je pense pour la confiance en soi et l'estime de soi, ça c'est une question puissante et on devrait l'enseigner à l'école d'ailleurs, je trouve. Du coup, maintenant que j'y pense, enfin moi j'aurais aimé qu'on me l'apprenne quand j'étais petit. Ce que tu dis, c'est totalement pertinent, effectivement, parce que dans le système scolaire actuel, en général, on nous abreuve de connaissances, d'informations, etc. Par contre, ce que je veux dire par là, comment dirais-je, on est plus axé sur le savoir-faire que sur le savoir-être. Voilà, pour résumer les choses. Et je pense qu'il y aurait tout autant intérêt, voire peut-être plus d'intérêt, justement, à s'occuper de nos enfants en leur apprenant à travailler sur leur savoir-être. Et bien entendu, ça implique ce que tu viens d'évoquer, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Et ça serait beaucoup plus profitable parce en réalité, c'est un peu la question que je posais dernièrement. Est-ce que, je réagissais à une publication sur LinkedIn, c'est-à-dire que quelqu'un qui disait ouais, j'ai un collaborateur. Enfin, si on a un collaborateur qui a des compétences mais qui n'a pas un savoir-être, est-ce que c'est mieux ou pas? Et moi, j'ai répondu, en fait, si demain je dois choisir un collaborateur, je vais d'abord le choisir par rapport à son savoir-être. Et le savoir-faire, ça s'apprend. Je veux dire, ça, c'est pas un problème. S'il a besoin de compétences particulières pour travailler avec moi, ça, je vais lui apprendre, hein. Par contre, le savoir-être, c'est quelque chose d'inné. Donc, j'ai pas envie de perdre de temps, si tu veux, enfin, entre guillemets, j'exagère volontairement mon propos, mais j'ai pas spécialement envie de perdre de temps pour lui apprendre à travailler sur son savoir-être. C'est plus facile aussi de changer quelqu'un, ou en tout cas d'apprendre des compétences à quelqu'un, que de changer la manière dont une personne est Ouais, intrinsèquement. Et ouais, voilà, il y a des personnes, malheureusement, on ne peut pas les changer. La personnalité fait
c'est quelque chose qui est pas spécialement facile à modifier, à part s'il y a une volonté de la part de la personne de changer. C'est très compliqué de changer le savoir-être de quelqu'un. Enfin, moi, je me rappelle par rapport à moi-même, il y a quelques années, la manière dont je parle aujourd'hui en entretien téléphonique avec des prospects, ben c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé tous les jours, au début pour prendre sur moi. Enfin voilà, moi j'étais quelqu'un de très timide au départ. Ça se voit peut-être pas, mais et c'est parce que j'ai fait de l'improvisation théâtrale et des choses comme ça qui font que je me suis amené, j'ai été amené à justement à développer ce savoir-être. Mais c'est parce que je le voulais vraiment. Si la personne ne veut pas changer, elle ne changera pas, et ce sera très compliqué de lui inculquer un savoir-être. Donc effectivement, je te rejoins sur cet aspect-là. Je vais essayer de m'auto-cadrer, et je sais qu'on a l'art de diverger un peu parce on est passionné, on a plein de choses à partager. Si on en revient sur la notion de neurosciences appliquée justement à la vente, au marketing, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui comme chose? Donc première chose, on a vu qu'effectivement la peur c'était quelque chose qui existait, mais le danger face à cette peur qui cause cette peur n'est pas spécialement réel. Et donc pour arriver à débusquer ça et à y travailler, il faut s'y confronter. Et pourquoi pas se poser la question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je réalisais cette chose-là, si je dépassais cette peur-là? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui pourrait être utile à un entrepreneur dans le cadre des neurosciences? C'est-à-dire que par exemple, tu vois, si on applique ça au niveau du marketing, donc si on parle de neuromarketing précisément, faut savoir qu'aujourd'hui, les consommateurs achètent sur l'émotion. Jamais, et puis tu peux le tester toi-même, si tu t'analyses toi-même quand le dernier achat ou gros achat notamment que tu as pu éventuellement faire, te dire mais pourquoi j'ai acheté ce produit-là particulièrement? C'est sur le coup de l'émotion, parce que tu as trouvé ce produit joli, sympa, fun, je sais pas. Et après, tu as apporté des éléments raisonnés pour justifier ton achat. Tu as dit oui, voilà, j'ai acheté un super micro parce qu'il a tant de décibels, etc. Mais ouais, mais au départ, c'est pas ça. C'est parce que juste tu le trouvais le micro joli et tu dis ouais, il a une belle forme, j'aime beaucoup le style, etc. Je trouve ça super génial. Et puis voyons voir maintenant du coup techniquement, ça peut répondre à mon besoin. Mais c'est pour ça que en fait aujourd'hui, ce qui est vraiment important, et je pense particulièrement à la vidéo, c'est d'essayer et puis même d'une manière générale dans sa communication, de vraiment toucher l'émotion des gens. C'est la raison pour laquelle ce qu'on recommande fortement, par exemple, dans ses publications, dans sa communication digitale, de faire ce qu'on appelle du storytelling. Pourquoi on fait du storytelling? Pourquoi on raconte des histoires? Parce que de toute façon, depuis très longtemps, on adore les histoires, et les histoires ont cette force incroyable de réveiller en nous plein d'émotions. Plein d'émotions, de joie, de tristesse, de peur peut-être si on lit des romans, des thrillers ou des choses comme ça. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Et de la même manière dans ces vidéos, également jouer vraiment sur cette corde-là qui est l'émotion. Et plus on va arriver à faire ça, et plus on va pouvoir, comment dirais-je, amener le consommateur à acheter chez nous. Je vais vous prendre un exemple très simple. Une fois, j'avais été dans un centre commercial, il y a très longtemps, c'était une autre époque. Sans masque et sans distanciation sociale. Voilà, sans tout ça, ouais, les restaurants étaient ouverts, c'était la belle époque. J'avais été voir une grande marque que je ne nommerai pas, qui était installée dans ce centre commercial. Et je vais au rayon informatique et je regardais les derniers modèles de Mac qui étaient sortis, sans intention particulière, mais juste pour voir comme ça par curiosité. Et là, il y a un vendeur qui vient me voir, qui dit, monsieur, ça vous intéresse? Je dis, oui, je sais pas, oui. Je peux vous renseigner? Oui, peut-être, oui. Alors, je vais vous regarder ce modèle-là. Alors, vous voyez ce modèle. Donc, c'est un Mac qui a tel processeur, tant de mémoire vive, qui a un écran de machin, etc. Puis en fait, il faisait que lire la petite plaquette qu'il y avait, ouais. le petit descriptif qu'il y avait devant la machine. Hein, je dis ok, super. Et il me dit, ça vous intéresse? Je sais pas. Ah, il me dit, sinon on a un autre modèle, et puis paf, il repart à me faire le même laïus. Et dans ma tête, je me dis, mais malheureusement, le pauvre, il a tout faux, parce que s'il cherche à me vendre un produit en me donnant uniquement le descriptif technique de l'appareil,
ça marchera pas. Par Non, bah, contre, s'il m'avait dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je fais de la vidéo. Ok. Vous travaillez sur quel type de machine? Bah, je travaille sur un Mac de tel modèle, etc. Ah. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement de pouvoir faire des vidéos beaucoup plus rapidement parce que vous avez une machine qui a une plus grande capacité? Et là, vous pourriez faire des vidéos de famille, par exemple, pour votre femme, pour vos enfants, etc. Et au lieu de passer 2 heures à faire une vidéo pour l'anniversaire du dernier petit, là, vous passeriez qu'une heure dessus. Est-ce que ça vous intéresserait? Ah bah oui, ça m'intéresserait, oui, forcément, oui. Parce que moi, en même temps qu'il me parle de ça, tu vois, je suis en train d'imaginer la scène, tu vois. ouais, tout à fait. Ouais. Et Et ça te connecte à tes émotions justement. Et complètement. yes. Complètement. Et là, dans ce cas de figure, je suis beaucoup plus enclin, tu vois, à acheter le produit parce que je me dis, je réfléchis même plus, quoi. Et puis l'aspect technique, je m'en fous, quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est que je vais aller beaucoup plus vite, je vais faire plaisir à mon gamin parce que je vais pouvoir lui faire une vidéo pour son anniversaire et juste voir la joie de mon enfant en voyant cette vidéo-là. Pour moi, c'est, ouais, en termes d'émotion, c'est énorme, quoi. Et Yes. c'est pour ça que c'est important aussi dans tous ces actes commerciaux, que ce soit dans le digital ou dans le monde physique, c'est oui, c'est au niveau de ses prospects, essayer de faire entre guillemets du storytelling pour justement toucher la part émotion de la personne. Et c'est comme ça que voilà, on fait de la neuroscience sans le savoir. Et il y a une bonne chose aussi, c'est que dans les cafés virtuels du Business Bonheur, il y a presque 50 épisodes. On atteint les 50 épisodes d'ici peu. Tout ça pour dire qu'il y a déjà des épisodes où on a parlé de la vente. Je te rejoins avec un autre exemple, la notion d'un père de famille qui se rend chez un concessionnaire et tu as deux cas de figure. Soit tu as le vendeur qui va venir et qui va parce que sous prétexte que l'homme est habillé d'une certaine manière, et bien il va lui dire ah tiens mais lui je vais lui vendre une voiture de sport, tiens je sais pas pourquoi je le sens bien, il a envie d'avoir des chevaux dans le capot, etc. Alors qu'en fait le gars c'est un père de famille et ce qui compte pour lui c'est la sécurité de ses proches, le fait d'avoir aussi de la place pour aller faire les courses ou partir en vacances, et ça tu peux le savoir quand intéressant à la personne qui est en face de toi. Donc Exactement. vraiment la leçon à retenir, je pense, de ce point-ci au niveau de la neuroscience, c'est se connecter aux émotions du client. Et pour pouvoir se connecter aux émotions du client et savoir là où il faut toucher pour justement, entre guillemets, déclencher la vente, eh bien, il faut commencer par évidemment poser des questions et l'interroger et savoir vraiment quels sont ses besoins, ses attentes et ses envies. Ça, c'est extrêmement important. Moi, j'aime beaucoup travailler, notamment, en tout cas, parler du why de Simon Sinek, enfin que Simon Sinek propose, le pourquoi. Moi, je le dépose en 2 points. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons vous souhaitez acheter cet ordinateur? Pour quelles raisons vous souhaitez investir dans une nouvelle voiture? Et ça permet vraiment de se connecter à ce que la personne a réellement besoin. Donc voilà, pour compléter, en tout cas pour illustrer avec un autre exemple. Et ça, c'est du vécu. Enfin, ce que tu as partagé là, quelqu'un qui lit une fiche technique, moi je l'ai déjà vécu dans différents magasins et c'est fou parce qu'en fait, là, ça me donne qu'une seule envie, c'est de partir et de pas acheter et de me dire, bah, pour ça, je vais faire mes emplettes sur Internet et regarder moi-même les fiches techniques, ça n'a aucun intérêt. Quand je vais dans un magasin, et je pense que toi qui nous regardes ici, vraiment remets-toi dans le contexte où tu vas dans un magasin, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes que les vendeurs s'intéressent à ce que tu as besoin, ou en tout cas de quelles sont tes envies pour pouvoir après les combler. Et une caméra, il y a 50 types de caméras différentes, il y a 50 types de téléphones différents. Ce qui va faire la différence, c'est savoir ce que toi tu as envie. Et évidemment, ben après, le vendeur doit idéalement se connecter. Donc toi, connecte-toi à cette émotion et génère cette émotion chez la personne, chez ton prospect notamment, grâce aux histoires comme le partageait Christophe là tout à l'heure. Je te laisse rebondir si tu veux, sinon on peut passer au point suivant. Ouais, Je rebondis. J'ai pas demandé si t'aimais l'Australie, tiens. L'Australie, j'y suis jamais allé. Ça, je pense que ça me plairait pour les paysages aussi d'aller faire un tour par Ouais, là-bas. Donc oui, les émotions c'est important et donc là on fait référence donc au deuxième cerveau qui est arrivé après le premier qui est donc le reptilien. Le deuxième c'est le cerveau limbique dans lequel entre autres sont régies toutes les émotions et c'est vraiment, je dirais, le cœur de nos choix, de nos actions et c'est ça qui fait qu'on va faire telle ou telle chose. Et à chaque fois, évidemment, on va toujours justifier les choix que l'on fait
parce qu'on a le néocortex, le troisième cerveau qui est apparu, qui va dire ouais, alors attends, t'as fait ce choix-là, je vais t'expliquer pourquoi, mec. Tu vois, parce que tu vois, cet ordinateur, il a telle caractéristique technique. Donc quand tu vas rentrer ce soir chez toi, et que ta femme va dire pourquoi t'as dépensé autant d'argent? Non, mais je t'explique, parce que cet ordinateur, il est vraiment sympa. Alors qu'en fait, intérieurement, tu dis ouais, en fait, non, j'adore la gueule de cet ordi, il est top. J'adore quand j'appuie sur cette touche, j'ai une lumière qui apparaît et tout, c'est génial et tout. Tu vois, en fait, c'est des petites choses comme ça. Et donc, on justifie en fait son achat après coup. Donc il y a vraiment le reptilien qui est là pour survivre au danger, enfin nous permettre de survivre. Il y a le deuxième cerveau qui là lui fonctionne aux émotions, et il y a le troisième cerveau qui lui fonctionne au rationnel, si je résume les choses. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant, tu vois. Une fois que tu réalises ça, donc ce cerveau, ce néocortex qui est là pour nous permettre d'analyser, de réfléchir sur certaines choses, c'est important. Heureusement qu'il est arrivé. C'est ce qui fait la différence entre nous, qui sommes des mammifères, et puis les animaux mammifères. C'est que nous, on a ce néocortex, et la grande différence qui nous distingue des autres mammifères, c'est que nous, on a cette capacité de réflexion, cette capacité de prendre conscience de nous-mêmes, que l'on qualifie aussi parfois par l'ego. L'ego, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on diabolise un petit peu bien souvent. Et moi, j'ai envie de dire non, l'ego, c'est important qu'il soit là, parce que si on n'avait pas l'ego, on prendrait pas conscience de nous-mêmes, donc de soi, et on pourrait pas apprendre et avancer dans la vie, quoi. Donc l'ego, c'est super important, et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter et accueillir par rapport à tout ce qu'il peut apporter comme bénéfice par rapport à nous-mêmes. Donc j'oserais dire une expression aussi, vous savez, tout est bon dans le cochon. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, au niveau de l'ego, si on y revient, c'est quelque chose qui est pardon. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser, tout est bon dans le cochon, sauf pour les véganes évidemment et les végétariens. J'ai rebondi, tu vois, mon cerveau il a fallu le temps, mais je me suis Alors pour les véganes, j'ai une autre expression, j'ai tout est bon dans le tofu. C'est vrai. Bon, trêve de plaisanterie. Comme vous le voyez, on est là vraiment entre nous, café virtuel du business bonheur. On passe un bon moment et on vous apporte un maximum de valeur. Et on peut vous apporter un maximum de valeur à vous qui nous regardez si vous nous posez des questions également. Donc toi qui regardes ce live ou ce replay, quelles sont tes questions par rapport aux neurosciences, par rapport aux points qu'on a déjà vus? Donc on a vu effectivement qu'on a trois cerveaux. En fait, on a un cerveau, mais il y a trois couches qui amènent à différents aspects, différentes prises de décision. Qu'est-ce qu'on pourrait compléter? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait compléter ce live en apportant encore de la valeur aux entrepreneurs qui nous regardent ici? Qu'est-ce qu'on pourrait compléter par rapport à ça? Il y aurait pas vraiment, franchement, il y aurait plein de choses à dire, parce que c'est pareil, tu vois, on parlait de la peur, qui est une émotion, et plus globalement, on pourrait même parler des émotions en général. Des émotions, alors évidemment, quand on pense à la joie comme émotion, bah c'est top, quoi. Je veux dire, quand on est, puis même quand on vit entre guillemets le bonheur, le business model, c'est top aussi. Et puis par contre, on peut être confronté à des peurs, enfin à des émotions, pardon, moins positives, comme la tristesse, la nostalgie par exemple, ou autres similaires, comme la colère par exemple aussi. Et tout ça, ce sont des émotions qui sont en fait, ce qu'il faut comprendre au niveau des émotions, c'est ça que je trouve vraiment passionnant une fois qu'on prend conscience de ça, c'est justement un message qui nous est envoyé par l'inconscient. L'inconscient, en fait, c'est compliqué pour lui de communiquer avec nous, avec notre partie consciente, et la seule façon que l'inconscient a trouvé pour communiquer avec nous, c'est à générer des émotions. Donc, il nous envoie des messages. Toutes les émotions sont des messages qui nous sont envoyés. Donc, quand c'est des émotions de joie, donc c'est top. Et quand c'est des émotions comme la colère, par exemple, là, c'est moins top. Donc, il faut comprendre pourquoi on ressent cette émotion de colère, par exemple, et de se dire, OK, pourquoi j'ai de la colère face à cette personne-là ou face à cette situation-là, et qu'est-ce que ça évoque en moi, en fait. Et à partir du moment où on accueille cette émotion-là, on a beaucoup plus de facilité, en fait, à la maîtriser et à la gérer. Parce que bien souvent, effectivement, on peut être en colère par rapport
je sais pas, par rapport à la situation actuelle et de se dire, ouais, ils font chier avec leurs histoires de masques, blablabla, etc. Ok, mais qu'est-ce que ça éveille en toi, en fait? Est-ce que ça éveille pas, par exemple, en toi une valeur haute qui peut être, par exemple, la liberté? T'as un besoin de liberté, le fait d'être contraint comme on l'est tous plus ou moins. Donc ça vient se confronter à cette valeur haute pour toi et te dire, bah finalement, ok, ça touche à ma valeur de liberté. Est-ce que finalement, je pourrais pas essayer de trouver de la liberté dans la contrainte? Et tu vois, tu es parti de la colère qui vient toucher ta liberté, et finalement tu dis, ok, bah, je vais accepter ça et accueillir cette colère en transformant ça en disant, bah, je vais essayer de trouver de la liberté dans la contrainte. Et finalement, cette colère, cette émotion négative qui est forte, bah, se trouve d'un coup complètement supprimée. Ouais. C'est aussi simple Et, que euh, ça. et on peut utiliser ça du coup avec ses clients aussi. Donc si en Bien sûr. face de nous on remarque qu'une personne, par exemple, donc un prospect, admettons, est en colère à un moment donné ou à un autre, on peut aussi creuser, d'essayer de voir ce que ça génère chez lui comme émotion, pour quelles raisons ça se passe comme ça, et aussi transformer, c'est ce qui se passe, hein, on transforme cette énergie négative et cette émotion, ce sentiment négatif en quelque chose de positif, en tout cas une énergie qui permet d'avancer. Parce que dans la colère, on peut trouver à un moment donné un certain moteur, pourquoi pas un coup de pied qui va en fait donner l'élan au changement. Et ça, c'est intéressant si on repère ça chez son prospect, c'est intéressant de justement pouvoir en profiter, de dire ben voilà, ok, t'es en colère de ça. Et du coup, tu pourrais utiliser cette colère à un moment donné. Bon, faut pas le formuler comme ça, mais quand tu as repéré ce qu'il a besoin, tu peux t'arranger pour lire. Et toute cette énergie que tu as aujourd'hui au fond de toi, bah, tu pourrais l'utiliser pour développer ce fameux projet, comme l'écriture d'un bouquin, la réalisation de vidéos, ou peu importe, ça dépend le domaine dans lequel vous êtes. Hein. Donc, indique-nous en commentaire dans quel domaine tu es. Toi qui regardes ce live ou ce replay, wow, ça rime en plus, c'est magnifique. Indique-nous en commentaire. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est très très intéressant. Ça me rappelle une lecture que j'ai lue il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Ça te dit quelque chose ou pas? Si pas, je t'en parle un petit peu. Je vais en même temps, je crois qu'il est là derrière, je vais le chercher. Et pendant ce temps-là, je vais vous chanter une chanson. Voilà, regarde. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Si pas, je te le Pas du conseille tout. vraiment sur Je ce connais pas du tout sujet-là. ce livre-là. Et en fait, justement, la particularité, c'est que donc Daniel Kahneman nous partage le fait que notre cerveau a deux systèmes de pensée, deux vitesses de pensée. Il y a le système 1 qui est rapide, intuitif et émotionnel. Hein, donc on parlait du cerveau reptilien tout à l'heure, du tout premier cerveau, en tout cas la toute première couche du cerveau. Et puis le système 2 est lent, réfléchi et logique. Et là on parle de celui qui a donc le troisième cerveau. Et entre les deux, il y a l'émotionnel. Donc en fait, on a deux systèmes, un système rapide, un système lent. Le système rapide va se déclencher, par exemple, quand on est face à un danger ou ce qu'on croit être un danger, hein, parce qu'on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure en début de live. Le danger n'est pas spécialement réel. La peur est là, mais le danger ne l'est pas vraiment, pas tout le temps. Hein. Parce que si on est face à un prédateur, évidemment, il y a un danger. Donc ça, c'est le système rapide. Il va se déclencher. On n'a même pas possibilité de le contrôler. Face à un danger, hop, soit on se tétanise, soit on fouille, soit on combat, adrénaline et on combat. Système 2, c'est le système plus lent, qui lui va être beaucoup plus rationnel, mais qui va demander des efforts. Alors parfois c'est en quelques millisecondes, hein, évidemment, mais la prise de décision va généralement être, que l'on le veuille ou non, c'est ce qu'il partage dans le bouquin, et c'est vraiment super intéressant. Enfin, c'est quand même une brique, hein, mais c'est que c'est toujours pris, comme tu le disais au début, c'est toujours pris par donc un acte d'achat, pardon, est toujours pris de manière émotionnelle. Qu'on en a conscience, qu'on en ait conscience ou pas, c'est toujours émotionnel. Toujours. Voilà. Pour la petite anecdote, je partage. Système 1, système 2, Daniel Kahneman. Et donc voilà. C'est ce que j'avais envie de partager en plus. Je ne savais pas si tu connaissais. Donc voilà. C'est très chouette. Absolument, absolument. Et Yes. Dis-moi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite de ce programme? On arrive à la fin, ouais, évidemment. juste rajouter par rapport
par rapport au système 1 et au système 2, ça me fait rappeler aussi ce qui est expliqué au niveau des neurosciences. La différence du traitement de l'information entre l'inconscient et le conscient, pour simplifier les choses. Les chiffres qui sont avancés pour essayer d'illustrer ça, c'est que l'inconscient a la capacité de traiter 400 milliards de bits par seconde, contrairement au conscient qui, lui, n'a la capacité de traiter que seulement 2000 bits par seconde. Donc, on voit qu'il y a un écart énorme. On pourrait parler des ordinateurs aujourd'hui versus les ordinateurs d'il y a 30 ans. C'est intéressant. Et du coup, c'est vrai que la difficulté qu'il y a à travers ça, c'est d'établir encore une fois le lien entre le conscient et l'inconscient. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser, par exemple, ces émotions quand on sait que ce sont des messages qui sont envoyés justement par l'inconscient, pour essayer de savoir un petit peu quel est le message que l'inconscient veut nous faire passer par ce biais-là. Également, il y a ce qu'on appelle aussi l'intuition ou comment dirais-je l'intuition, je sais plus quel terme aussi qu'on donne par rapport à ça. La petite voix, la voix intérieure, voilà, je cherchais le terme. Ouais. Et bien en fait, tout ça fait référence en fait à l'inconscient. Et compte tenu que l'inconscient a une capacité de traitement de l'information beaucoup plus importante que le conscient, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'arriver à se connecter justement avec son intuition. Parce que notre inconscient connaît beaucoup mieux les choses que notre partie consciente. Et quand on dit écoutez votre voix intérieure, c'est ni plus ni moins que de dire écoutez les messages qui sont envoyés par votre inconscient parce que lui, il sait tout. Ouais. Qu'on en ait conscience ou pas, justement, on n'en a pas spécialement conscience, et donc faire confiance à son intuition, à ses ressentis, c'est intéressant. Moi, ça me rappelle effectivement que j'ai signé des contrats alors que mon intuition me disait n'y va pas, et en fait je l'ai regretté par la suite. Ça m'est arrivé 2 fois, et j'écoute beaucoup plus mon intuition depuis que ça m'est arrivé. Et effectivement, en fait, ça s'explique pas forcément, mais voilà, effectivement le cerveau sait, ou l'inconscient sait, je sais pas comment on pourrait formuler ça. Ça me fait penser à un autre point pour terminer cette partie neurosciences et ce dont on parlait aujourd'hui. C'est la notion d'un cours que j'ai suivi avec Idriss Aberkan en ligne, qui est très intéressant. Je te mettrai le lien en description de la vidéo. Et donc c'est un cours dans lequel il parle justement de la neuroplasticité. Et je partage ce point-là parce que ça me semble très très intéressant à comprendre, notamment pour vendre ou mieux vendre. En fait, il faut savoir que notre cerveau ne peut traiter que maximum 5 à 6 informations réellement à la fois. Donc je parle du fait qu'à un moment donné, au bout de 5 choses, si on essaie de surveiller plus de 5 choses autour de nous, notre cerveau est saturé. Notre cerveau en fait fonctionne, même si on a l'impression de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, d'être multitâche, en fait non, on est monotâche. Le cerveau il est monotâche. Donc il va faire un calcul, et alors parfois ça va être très vite, hein, il va observer ce qui se passe à droite, observer ce qui se passe à gauche, et puis voilà. Mais au final, il fait une chose à la fois. On a l'impression de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, mais c'est pas le cas. Et là où je voulais en venir, c'est que si à un moment donné vous voulez servir votre client et lui faire dépasser ses peurs, ses croyances, etc., eh bien l'idéal c'est de l'occuper à autre chose. Et là c'est fondamentalement ce que font les mentalistes, par exemple. Ils vont s'arranger en fait pour nous faire regarder à gauche, alors qu'en fait l'action se passe à droite. Mais pour pas qu'on voit l'action qui se passe à droite, ils nous font regarder à gauche. Et du coup, dans une optique d'influencer positivement, hein, parce qu'ici on parle de business bonheur, hein, donc on parle bien de ces outils-là peuvent être utilisés pour faire le bien et le mal, donc voilà, libre à vous d'utiliser ces outils, c'est votre responsabilité, mais en tous les cas, à partir du moment où vous éloignez l'attention de quelqu'un de sa peur, ben ça peut l'aider. Et donc moi, fondamentalement, c'est ce qui m'arrive de faire, c'est que je sature entre guillemets le cerveau de mon client avec différentes informations qui en fait sont pas forcément utiles sur l'instant, et la seule utilité de ces informations, c'est de lui faire oublier qu'il a une peur derrière.
Et le jeu, et on terminera là-dessus, si tu veux rebondir évidemment, le jeu aide énormément également à ça. Parce que quand vous faites jouer quelqu'un, l'être humain et même les êtres vivants de manière générale, vous regardez des lionceaux, bah ils jouent, les petits chats ça joue, les chiens ça joue, les chiots ça joue. Ça, en fait, on apprend par mimétisme et par jeu. Eh bien, faire jouer vos clients, ça peut les aider aussi à dépasser. C'est pour ça que la gamification, je vous donne quelques mots-clés là, vous pourrez regarder si vous souhaitez creuser la thématique, et d'ailleurs indiquez-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une thématique sur le sujet, enfin sur un des sujets que je partage ici, c'est la notion du fait que le jeu peut aider, donc la gamification, c'est le fait de mettre du jeu dans l'apprentissage. Voilà, quelques points, j'aimerais tant en parler plus longuement, mais voilà, comme ça je pense que les personnes qui ont regardé ce live ont pas mal de matière et peuvent en tous les cas creuser la thématique s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je tutoie et que je vous vois, il faut vraiment que je passe du vous au-dessus là. Si tu veux réagir, c'est le moment, c'est l'instant. On passe aux deux dernières rubriques juste après. Alors juste pour ouais, je donnerais juste un petit truc d'ailleurs par rapport à tout ce qu'on vient de dire, en complément du moins de ce que tu as dit. La comment dirais-je l'être humain fonctionne d'un point de vue biochimique. C'est-à-dire que si on veut modifier son cerveau, si on veut hacker son cerveau, je reviens sur l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure pour définir les neurosciences. Si on veut hacker son cerveau, par exemple, enfin les neurosciences l'ont démontré dans le sens où physiquement, on peut agir sur son cerveau. Je vais prendre l'exemple suivant. Je vais prendre même deux exemples. Si on fait une présentation en vidéo et que on arrive devant sa caméra, un peu courbé comme ça, et puis qu'on dit bonjour, je vais vous parler de marketing vidéo, c'est vachement bien la vidéo. Ça n'a pas le même effet que si j'arrive en disant bonjour, je vais vous parler de marketing vidéo. Vous allez voir que c'est quelque chose, c'est un outil extrêmement puissant pour vous démarquer sur le web. Au niveau de la posture, au niveau de la voix, enfin tout ce qu'on appelle en fait le langage non verbal, la communication non verbale, c'est super important. Et sur un plan biochimique aussi, ça agit fortement parce que le fait que je redresse comme ça un peu mes épaules, j'exagère là volontairement pour que vous compreniez, mais le fait que je redresse mon dos, mes épaules, etc., j'envoie un message au cerveau qui traduit ça comme étant une certaine force, une assurance, confiance en soi et tout ce qu'on veut. Et donc ça va nourrir justement tout ça. Ça va nourrir ma confiance en moi, justement. Et ça, c'est important aussi d'adopter une bonne posture physique. Donc, si tu es quelqu'un comme ça, qui est un peu recroquevillé sur toi et que tu manques de confiance en toi, si tu veux déjà le remède déjà pour commencer, c'est apprendre à dresser ton dos, ouvrir les épaules, voilà, les poumons bien ouverts, etc. Fais-le chez toi tranquillement, tout seul, pour vraiment exagérer le truc, pour que tu prennes l'habitude de le faire. Et Tu puis, lèves les bras. ouais, voire même lever les bras, bien sûr. Et puis deuxième astuce aussi qui est valable en toute situation, justement quand on est un peu stressé, par exemple pour un entretien d'embauche, pour aller voir un client, pour passer devant la caméra, il y a un outil extrêmement puissant en 2 minutes chrono qui va déstresser. Exemple, ça c'est ma baguette magique, ça s'appelle un stylo en d'autres termes. Et ça c'est une baguette magique parce que ce stylo, qu'est-ce que j'en fais? Le fait de le mettre comme ça en travers de la bouche, au lieu d'avoir mon visage naturel comme ça, avec peut-être les lèvres qui tombent comme ça, quand j'ai ce visage-là, j'envoie un message au cerveau qui dit « Ouais, tu fais la gueule, mec, c'est bon, la vie est moche, arrête tout, quoi. » Alors que en faisant ça... On sourit naturellement. Enfin, pas Ouais, naturellement du coup, mais on sourit. on force le sourire et ça envoie un message au cerveau qui dit « Attends, il y a un problème, mec. Au départ, t'étais un peu stressé et puis là, tu souris. Bah écoute, si tu souris, ça c'est un phénomène purement biochimique, hein. Donc, qu'est-ce que fait le cerveau? Il va envoyer de l'ocytocine qui est l'hormone du plaisir et forcément, on se retrouve à être beaucoup plus détendu. Et réellement, si tu fais ça pendant 2 minutes, je peux t'assurer que tu vas te retrouver vraiment relax avant d'entretien d'embauche, avant d'aller voir un client ou avant de passer devant la caméra.
Yes. Moi, j'utilise aussi le waouh, c'est génial et tu vois, je me mets en énergie. Mais c'est clair, c'est ça. Et il y a possibilité de faire ça, donc vraiment de hacker son cerveau. On pourra en reparler. On a essayé d'être exhaustif, explicatif aussi, mais c'est très compliqué de tout expliquer, surtout que c'est une thématique qui est passionnante, qui n'arrête pas d'évoluer. D'ailleurs, en tout cas, on n'arrête pas de faire des découvertes sur le cerveau. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y aura de toute façon le replay accessible si tu viens d'arriver. Tu pourras regarder à nouveau, prendre le temps de noter aussi les références. Et moi, de toute façon, je te mets les références que j'ai notées, comme les livres, les formations, les différents mots-clés qu'on a cités dans la description. On va se diriger vers la fin de ce café virtuel déjà. Hein, ça passe vite hein, quand on s'amuse. Trop vite. Avec donc l'avant-dernière rubrique hein, qui est quand même assez courte, qui s'appelle En principe. Je t'explique juste après ce que c'est cette fameuse rubrique. Et donc on se retrouve juste après le jingle. Alors la rubrique en principe, je l'aime beaucoup parce que l'idée c'est de pouvoir partager et rappeler rapidement quels sont les 5 principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie. Et ces 5 principes sont tirés de la méthode Business Bonheur. Et l'idée c'est de pouvoir rapidement rappeler ce que sont ces 5 principes et te demander quel est ton principe préféré, quel est le principe qui d'après toi est le plus important. Alors je rappelle rapidement 5 principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie. Ce sont des principes que l'on peut appliquer dans son quotidien, tant dans sa vie privée que dans sa vie pro. Ces principes sont tirés, tiens, je vais te le montrer, tiens, il est là, tant qu'à faire, sont tirés de mon livre Mets du bonheur dans ton business, en sachant que tu peux également te procurer Destination Business Bonheur gratuitement sur le site internet businessbonheur.com /livre-offert. Cadeau, destination, tu tapes ces mots-clés-là, ça fonctionne. Et donc les 5 principes, tu peux vraiment les appliquer. Moi, c'est des choses que j'applique comme mon quotidien. Les 5 principes sont les suivants. Avoir une intention claire et positive, c'est-à-dire savoir où est-ce que tu veux aller. C'est définir en fait quelle est ta vision. Deuxième principe, c'est créer des environnements gagnants. Alors là, en résumé, il y a 3 grands types d'environnements gagnants. Les gens que l'on côtoie, les lieux dans lesquels on se rend et l'état d'esprit dans lequel on est. Troisième principe, passer à l'action chaque jour. L'idée, c'est vraiment de pouvoir agir tous les jours vers son intention claire et positive, hein, parce que si c'est important pour moi, mon objectif il est à gauche, mais que tous les jours je marche vers la droite, je m'en éloigne. Quatrième principe, réaliser une introspection au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, se poser des questions du style qu'est-ce que j'ai aimé dans ma vie, qu'est-ce que j'ai moins bien aimé, qu'est-ce que j'ai envie de revivre, qu'est-ce que j'ai plus envie de vivre. Et le cinquième principe, focus et responsabilité. Être focus sur son objectif et prendre ses responsabilités. Vraiment, si on arrive en retard chez un client, c'est effectivement peut-être parce qu'il y a eu un bouchon, mais j'aurais peut-être pu partir plus tôt ou trouver d'autres alternatives. Donc prendre ses responsabilités, c'est extrêmement important. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager quel est le principe qui te semble le plus important? Je vais résumer par une équation mathématique de très haut niveau. Vision plus action égale résultat. Ok, super. Donc, vision plus action égale résultat, effectivement. Sans action, pas de résultat. Merci en tous les cas. Alors, je te propose que on passe du coup à la dernière, comment dire, vraiment au dernier. En fait, c'est ton dernier mot. Cette dernière rubrique s'intitule C'est ton dernier mot. L'idée, c'est de pouvoir te laisser réagir, partager un dernier mot aux personnes qui nous regardent. Aussi également partager toutes les informations pour te retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Internet de manière générale. J'ai mis ton site Internet donc dans la description, christophetrain.fr. Ça défile également dans la barre là ci-dessous. Qu'est-ce que tu auras envie de partager comme dernier mot ou comme dernière phrase, évidemment? Tu peux dire une phrase hein. Ou deux. Une dernière phrase, je dirais,
tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Superbe. Est-ce qu'on arrête là? Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, si tu veux, pour travailler sur, je pense par exemple aux gens qui ne veulent pas s'exposer en vidéo, donc problème de légitimité, syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi, etc., etc. Quand tu arrives à prendre conscience que tu as bien plus de talent que tu ne le crois, alors sans se gonfler le melon, hein, il ne s'agit pas non plus d'avoir le melon par rapport à ça, mais simplement d'arriver à prendre conscience juste que tu as des talents. Tu en as forcément des talents. Tu en as forcément. Tu vois, moi, par exemple, un de mes talents, pour illustrer ça, un de mes talents, c'est que je suis futuriste. Futuriste, c'est-à-dire que j'ai la capacité de me projeter dans l'avenir, d'imaginer mon avenir, de travailler sur mon avenir. Et donc, c'est vrai que la première fois, quand on m'a parlé de travailler sur ma vision, mais moi, ça m'a parlé tout de suite. Je dis oui, ok, ça fait écho, quoi, en moi. Et je continue, comme c'est un talent en moi qui est inné, donc je continue à travailler là-dessus. Et c'est un vrai plaisir de fonctionner par rapport à ça. Un autre talent également que j'ai découvert, c'est que je suis studieux. Donc j'aime travailler, j'aime apprendre. Et ça fait partie aussi de mes talents. Et toi aussi, tu as des talents. Toi aussi, tu as des talents. David, celui qui nous écoute aussi, tout le monde, on a tous des talents. Il suffit simplement d'arriver à détecter et à prendre conscience des talents que l'on a, et on en a. Et une fois qu'on en prend conscience, on se rend compte que on n'est pas nul, on n'est pas une merde. On est quelqu'un avec des valeurs, avec une vraie richesse intérieure. Et ce que je te souhaite, c'est d'arriver justement à prendre conscience de tout ça pour être épanoui dans ta vie et vivre du business bonheur. Je te remercie, ça me fait penser à cette fameuse histoire du singe à qui on demande de nager et au poisson à qui on demande de grimper un arbre. Et je pense qu'effectivement, on a toutes et tous des talents. C'est ce qui m'anime aussi aujourd'hui. Et le tout, c'est d'en prendre conscience et aussi de s'entourer pour des choses dont on est moins doué. Il faut pas tout savoir faire, je pense, dans la vie. Et voilà, il y a moyen aussi de trouver des personnes ressources qui peuvent nous aider à avancer. C'est le principe notamment des environnements gagnants dont je parlais tout à l'heure. En fait, cette rubrique, elle est un petit peu particulière parce que je me rends compte que les 5 principes sont indispensables les uns des autres, ils sont complémentaires. Bref, ce sera un autre sujet. Merci Christophe, en tous les cas, d'être intervenu. Je te laisse réagir si tu le souhaites encore, et puis je lance le générique de fin. Si vous voulez avoir plus d'infos, parce que donc pour resituer, si ça n'a pas été clair, donc moi je suis formateur coach en marketing vidéo. Donc si tu souhaites être coaché par moi et que je te permette justement de t'aider à éveiller tes talents, prends rendez-vous avec moi sur le lien qui apparaît juste en dessous, christophetrain.fr, et je me ferai un plaisir de te démontrer que tu as des talents et qui demandent qu'à être explorés et exploités entre guillemets, pour que tu puisses être beaucoup plus épanoui dans ta vie professionnelle et également personnelle, parce que les deux sont liés. Donc, quand on est épanoui dans le business, on l'est également dans sa vie perso. Voilà. Puis ça permet de garder l'équilibre justement d'une manière générale. Donc, éveille tes talents, contacte-moi et on en parle. Yes, merci Christophe. Merci à toi qui as regardé ce live jusqu'au bout. Je te remercie. Toi aussi qui regardes ce live en replay. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com avec son invité du jour, Christophe Train. Merci beaucoup Christophe. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous et merci encore David de m'avoir invité dans ce café virtuel. J'ai pris grand plaisir. Moi également, merci. Ciao. Longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!